Bonjour, aujourd'hui on va voir le cycle de développement ainsi que le cycle chromosomique chez les plantes à fleurs ou à graines appelées les spermaphites. Premièrement, on va voir le cycle de développement chez les angiospermes. Dans cette partie, on va essayer de décrire puis définir le cycle de développement d'une plante d'angiosperme. Après, on va déterminer les individus ou bien les générations qui caractérisent ce cycle pour qu'enfin dégager les deux principaux phénomènes biologiques du cycle de développement chez les angiospermes. Il s'agit là d'un cycle de développement chez une plante d'angiosperme. Donc après la double fécondation qui se réalise au niveau du sac embryonnaire, on va obtenir deux zygotes, un zygote principal à 2N et un zygote accessoire à 3N. Chacun des deux zygotes va subir par le biais de plusieurs mitoses des transformations qui vont aboutir respectivement à la formation d'un embryon et de l'albumène. On aura après la formation de la graine. Si on lui donne les conditions favorables, cette graine va germer pour nous donner une toute petite plantule qui, après croissance et développement, elle aboutit à la formation d'une plante à fleurs. Donc le cas ici, c'est une fleur bisexuée, c'est-à-dire qui porte à la fois les organes de reproduction mâles qui sont les étamines et l'organe de reproduction femelle qui est le pistil. Donc à droite, on voit bien une étamine avec l'antère et le filet. À l'intérieur de l'antère, on trouve les sacs polliniques au niveau desquels chacune des cellules mères va subir une méiose et va nous donner 4 microspores avec N chacune. Chacune de ces microspores va subir après une mitose plus différenciation pour nous donner un grain de pollen. Ce grain de pollen, il sera composé de deux cellules, une cellule reproductrice ou bien génératrice et une cellule végétative. Chacune de ces deux cellules est à N chromosomes. Donc à gauche, on a l'ovaire à l'intérieur duquel on trouve des ovules. Le nombre des ovules, il dépend des espèces. Donc au niveau de chaque ovule, on trouve le nucelle et au niveau du nucelle, une cellule mère à 2N chromosomes va subir une méiose, va nous donner 4 macrospores, mais dans ce cas-là, on va avoir 3 qui vont dégénérer, mais seulement une qui va survivre. Donc la macrospore survivante va subir cette fois-ci 3 mitoses successives plus différenciation pour aboutir à la formation d'un sac embryonnaire avec 8 noyaux qui seront répartis en 7 cellules dont chacune est à N chromosomes. Une fois les grains de pollen sont matures, ils vont être transportés jusqu'à se déposer sur le stigmate du pistil et s'ils trouveront les conditions favorables, bien sûr, ils vont germer avec émission d'un tube pollinique pour chacun. Au cours du prolongement de ce tube pollinique le long du style, on aura la cellule reproductrice qui va subir une mitose pour nous donner deux entérozoïdes, c'est-à-dire les deux gamètes mâles. Donc là, on voit le tube pollinique qui arrive jusqu'au sac embryonnaire. Et là, il va libérer donc les deux entérozoïdes. Le premier entérozoïde va fusionner avec l'oosphère pour nous donner le zygote principal à 2N. Le deuxième va fusionner avec les deux noyaux polaires pour nous donner un zygote accessoire à 3N. Et notre cycle va recommencer. Donc si nous voulons définir le cycle de développement à partir de cette description, on va dire que le cycle de développement, ça va être la période de déroulement de la vie complète d'une plante par la reproduction. Je répète, donc le cycle de développement correspond à la période de déroulement de la vie complète d'une plante par la reproduction. Maintenant, on va passer à déterminer les individus ou bien les générations qui vont caractériser ce cycle. Donc, premièrement, on doit chercher s'il y a un individu ou bien une génération qui produit des spores. Donc, si nous prenons la plante elle-même, c'est-à-dire la plante qui porte les fleurs, comme vous savez, au niveau, par exemple, de l'organe de reproduction mâle, plus exactement au niveau des sacs polliniques, on avait dit qu'une cellule mère A2N peut subir la méiose pour nous donner 4 microspores, c'est-à-dire des spores. Donc cette plante-là, elle a donné des spores. Passons maintenant au niveau de l'ovule. La même chose, on voit qu'une cellule mère à 2N chromosomes, elle a subi aussi une méiose et nous a donné 4 macrospores. 3 ils vont dégénérer, mais il y a la macrospore survivante qui est à N chromosomes, c'est-à-dire aussi des spores. Donc, étant donné qu'elle a pu nous donner des spores, cette plante-là, elle sera qualifiée de sporophyte, mais c'est un sporophyte qui a 2N chromosomes. Pourquoi? Parce qu'il provient d'un zygote principal qui était à 2N chromosomes.
Passons maintenant à chercher s'il y a un individu ou bien une structure qui permet de produire des gamètes. Si nous prenons les grains de pollen, comme vous savez, à un certain moment, ils produisent deux entéroses. La même chose pour le sac embryonnaire. On avait dit qu'il est capable de produire l'oosphère. Donc ces deux structures, c'est-à-dire le grain de pollen ainsi que le sac embryonnaire, ils vont être qualifiés de gamétophytes à N chromosomes. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de produire des gamètes. Donc là, j'ai deux générations caractérisées notre cycle de développement chez les angiospermes. C'est la génération de sporophytes à deux N chromosomes, c'est-à-dire une génération qui est capable de produire des spores, que ce soit des microspores ou bien des macrospores. Et on a une deuxième génération de gamétophytes qui est à N chromosomes. On a un gamétophyte qui est le grain de pollen et un gamétophyte femelle qui est le sac embryonnaire. Ces deux structures sont capables donc de produire des gamètes. Là, on va arriver à la dernière partie, c'est-à-dire on va essayer de chercher les deux phénomènes qui sont essentiels ou bien les principaux phénomènes du cycle de développement. Donc, premièrement, on voit bien la méiose. Donc, la méiose, c'est quoi? Donc, la méiose, c'est un phénomène biologique ou bien un phénomène cellulaire qui permet donc la réduction des chromosomes. C'est-à-dire, on avait une cellule à deux N chromosomes et à la suite de la méiose, on a obtenu 4 microspores dans chacune à N. C'est-à-dire que la méiose est un phénomène qui a permis le passage de la phase diploïde à la phase haploïde. Autrement dit, il permet de passer de la diploïdie à la ploïde. Si nous parlons maintenant de la fécondation, tout à l'heure on avait dit qu'il y a une double fécondation, mais comme vous savez, la fécondation c'est un fait inverse de la méiose, c'est-à-dire qu'il permet le passage de la phase haploïde à la phase diploïde. C'est-à-dire on avait fusion d'un gamète mâle à N avec un gamète femelle à N, et après la fusion, on obtient un zygote à 2N, c'est-à-dire elle permet donc de restaurer la phase diploïde. Maintenant, on va récapituler tout ce qui est dit auparavant, c'est-à-dire notre cycle de développement correspond donc à la période de déroulement de la vie complète d'une plante par la reproduction. On avait dit aussi que ce cycle de développement est caractérisé par deux générations. La génération sporophyte qui est capable de produire des spores, que ce soit micro bien macrospores. Et on avait vu la deuxième génération de gamétophytes qui est capable de produire donc des gamètes. Aussi, on a parlé de la méiose et la fécondation. On avait dit que la méiose, bien sûr, c'est un phénomène cellulaire qui permet le passage de la phase diploïde à la phase haploïde, et la fécondation qui permet le contraire, c'est-à-dire elle permet de restaurer cette phase diploïde. On va passer à voir la deuxième partie du cycle de développement. Cette fois-ci, on va essayer de voir comment on peut schématiser le cycle chromosomique chez les angiospermes. Mais avant de le faire, on doit d'abord définir c'est quoi le cycle chromosomique. Donc le cycle chromosomique d'une plante en général, ça représente un schéma simplifié du cycle de développement. C'est-à-dire on doit avoir obligatoirement un cycle de développement pour pouvoir schématiser le cycle chromosomique. Mais bien sûr en utilisant la garniture chromosomique, c'est-à-dire il est obligatoire de mentionner si notre structure ou bien la cellule elle est à N chromosomes ou bien elle est à 2N chromosomes, tout en utilisant des symboles appropriés qui seront représentés sur le document ci-dessous. Donc premièrement, on a la phase haploïde qui sera représentée par un seul trait. On aura la phase diploïde qui va être représentée par deux traits parallèles. Après, on va voir la fécondation qui restaure la diploïdie à travers l'union des gamètes haploïdes et sera représentée par le symbole de deux flèches, c'est-à-dire on doit mettre deux flèches qui convergent. Et à la fin, comme vous voyez, on a l'œuf, les gamètes, le mâle et la femelle. Ils sont bien sûr représentés par les symboles que vous voyez en face d'eux. Donc une fois ces symboles sont bien maîtrisés et bien saisis, alors là on va passer à schématiser le cycle chromosomique du cycle de développement qu'on a vu tout à l'heure, et après on va essayer de dégager les caractéristiques de ce cycle pour qu'enfin déterminer son type. Donc là on aura le même cycle de développement que tout à l'heure. Donc, si vous voulez réussir le schéma du cycle chromosomique, je vous conseille de commencer à partir du zygote, comme ce que j'ai représenté ici.
Alors là, après la double fécondation, si vous vous rappelez, on avait dit qu'on a obtenu 2 zygotes, mais le zygote qui nous intéresse, c'est le zygote principal à 2 N. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sera à l'origine de l'embryon, et c'est l'embryon qui est la partie vivante, c'est-à-dire qui se trouve dans la graine, c'est-à-dire c'est l'embryon qui sera à l'origine de la nouvelle plante. Donc automatiquement, on met le symbole du zygote et on écrit zygote à 2 N. Donc puisque ce zygote principal a donné l'embryon et c'est l'embryon qui sera à l'origine de la nouvelle plante, alors automatiquement ce zygote, on ne va pas représenter l'embryon, on ne va pas représenter la graine, mais uniquement le symbole du zygote. Et ce zygote, bien sûr, c'est lui qui va donner la plante d'angiosperme. Alors là, quand vous voyez, j'ai représenté 2 traits qui sont parallèles pour mentionner qu'il s'agit d'une phase diploïde, c'est-à-dire toutes les cellules là, ils sont à 2 N chromosomes. C'est-à-dire, le zygote à 2 N va subir plusieurs mitoses et la mitose, comme vous savez, elle conserve le patrimoine génétique. Donc, toutes ces cellules vont avoir 2 N chromosomes. Et là, on va avoir la plante d'angiosperme, sauf qu'on ne va pas mettre ici plante d'angiosperme, mais on va mentionner la génération. Donc, puisque cette plante-là, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, cette plante-là, elle peut donner des spores après la méiose, alors automatiquement, on va la qualifier de sporophyte. Elle est un sporophyte à 2 N. Donc, après la méiose, donc, on va avoir bien sûr des spores. Et chacune de ces spores, elle sera à N chromosomes. Chacune, bien sûr, elle va donner après soit un gamétophyte mâle, soit gamétophyte femelle. Et bien sûr, les gamétophytes mâles, c'est les grains de pollen. Gamétophytes femelles, c'est le sac embryonnaire, mais on ne va pas les mentionner dans ces cycles. On ne mentionne que la génération, c'est-à-dire les générations qu'on a. Puisqu'on a ici 2 générations, on va mentionner le sporophyte à 2 N et on va mentionner les gamétophytes qui sont à N. Donc, bien sûr, ces gamétophytes, à un certain moment, ils vont nous donner des gamètes mâles et des gamètes femelles qui sont aussi à N. Et après, ça vient la fécondation. J'ai mis ici 2 flèches qui convergent. Et on obtient à nouveau le zygote qui est à 2 N. Et notre cycle va recommencer. Donc là, quand vous voyez, j'ai gardé les 2 traits parallèles avant la méiose, parce qu'avant la méiose, toutes les cellules sont encore à 2 N chromosomes. Mais après la méiose, bien sûr, regardez, une fois on obtient les spores, on va utiliser uniquement un seul trait parce qu'on est dans la partie de la phase haploïde. Donc là, on a schématisé notre cycle chromosomique. Maintenant, on va passer à le caractériser, c'est-à-dire chercher les phases qui le caractérisent et par la suite, on va essayer de voir les générations qui les représentent. Donc, premièrement, depuis le zygote à 2 N jusqu'à avoir donc le sporophyte, toute cette partie-là, elle est représentée par 2 traits parallèles. Donc, toute cette partie-là, elle sera qualifiée de phase diploïde. Et cette phase diploïde, bien sûr, elle sera représentée par la génération des sporophytes qui est à 2 N chromosomes. Mais à partir de la méiose jusqu'à la fécondation, on va parler d'une phase haploïde parce que toutes les structures ou bien les cellules sont à N chromosomes. Et cette phase-là, bien sûr, elle sera représentée par la génération des gamétophytes. Là, on a un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle. Donc là, on peut aussi passer à chercher le type de ce cycle-là. Donc, puisque ce cycle présente 2 phases, alors il sera qualifié d'un cycle haplodiplophagique, c'est-à-dire j'ai les 2 phases. Et puisque chacune de ces 2 phases elle est représentée par soit le sporophyte, soit un gamétophyte, alors là, on va dire qu'il s'agit d'un cycle dit génétique. Puisque dans ce cycle-là, chez les angiospermes, on a 2 générations, automatiquement, on va dire qu'on a un cycle dit génétique, c'est-à-dire qu'on a 2 générations. Et puisque chaque génération, elle représente une phase, automatiquement, on va avoir 2 phases, la phase diploïde et la phase haploïde. Donc là, on va ajouter haplodiplophasique ou bien vous mettez diplo-haplophasique, c'est la même chose. Donc, je récapitule rapidement pour pouvoir schématiser le cycle chromosomique chez les angiospermes. Vous commencez toujours par le zygote. Vous mettez zygote à 2 N. Puisque ce zygote il s'est développé par le biais de plusieurs mitoses en un sporophyte à 2 N, automatiquement on est dans la phase diploïde, on met 2 traits parallèles.
Donc, mais avant qu'il y ait la méiose, toujours vous mettez les deux traits parallèles. Mais après la méiose, on voit bien qu'on a obtenu des spores qui sont à N. Donc, chacune de ces spores, bien sûr, elle va donner après soit gamétophyte mâle, soit gamétophyte femelle. Mais là, on a mis un seul trait parce qu'on est dans la partie haploïde, c'est-à-dire N chromosomes. Donc, après, ces gamétophytes mâles et femelles vont nous donner des gamètes mâles à N, gamètes femelles à N. Et une fois on aura la fécondation, on va obtenir à nouveau le zygote à 2N et notre cycle va recommencer. Donc, il s'agit là d'un cycle digénétique. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la présence de deux générations. La première génération de sporophytes à 2N qui représente la phase diploïde et la deuxième génération des gamétophytes à N qui caractérise la phase haploïde. Donc à la fin, on peut dire qu'il s'agit d'un cycle digénétique haplo-diplophasique ou bien digénétique diplo-haplophasique. Là, on va voir le deuxième exemple, c'est-à-dire le cycle de développement ainsi que le cycle chromosomique chez les gymnospermes. Donc, on va prendre aussi un cycle de développement chez les gymnospermes, comme vous le voyez ici en face de vous. Donc, le cas qu'on a pris, c'est une plante de conifère qui porte des cônes. Donc, on a là le cône femelle de grande taille et on a les petits cônes mâles qui s'organisent en épis. Donc, si on réalise une coupe longitudinale au niveau du cône femelle, on va voir qu'il est formé par plusieurs écailles qui sont insérées les unes par rapport aux autres. Et sur la face supérieure de chaque écaille, on trouve deux ovules. Au niveau de chaque ovule, on aura une cellule mère A2N d'unicelle qui va se différencier des autres, subir une méiose pour donner 4 macrospores, mais dont 3 dégénèrent, et la quatrième survivante, c'est elle qui va subir plusieurs mitoses pour aboutir à la formation de l'endosperme. L'endosperme, il va être l'équivalent du sac embryonnaire chez les angiospermes. Donc, passons maintenant au niveau du cône mâle. La même chose, si on réalise une coupe longitudinale au niveau du petit cône mâle, on va trouver qu'ils sont formés de plusieurs écailles insérées les unes par rapport aux autres. Mais cette fois-ci, sur la face inférieure de chaque écaille, on va trouver deux sacs polliniques. À l'intérieur des sacs polliniques, on a des cellules mères à 2N qui vont subir chacune une méiose pour nous donner des grains de pollen. Une fois ils sont matures, ces grains de pollen vont être transportés par le vent jusqu'à atteindre l'endosperme. Donc, une fois au contact de l'endosperme, ils vont commencer à germer. Donc, ce que vous devez connaître ici, c'est que depuis la germination jusqu'à la maturation de l'endosperme, jusqu'à ce qu'il y ait la fécondation, ça peut durer de 2 jusqu'à 3 ans en fonction de l'espèce. Donc, passons maintenant au niveau de chaque ovule. Alors là, au niveau de chaque ovule, on va avoir la formation après la fécondation de 2 jusqu'à 3 zygotes. Mais seul un seul zygote qui va pouvoir se développer et bien sûr, il va nous donner 4 embryons. Là aussi, un seul embryon qui va pouvoir survivre et croître normalement afin de nous donner une graine avec une aile. Là, comme vous le voyez, on a une écaille avec 2 graines qui portent chacune une aile. Pourquoi 2 graines? Parce que au début, je vous ai dit qu'au niveau de chaque écaille, on avait sur la face supérieure, on avait 2 ovules. Donc automatiquement, après la fécondation, on va obtenir 2 graines dont chacune porte une aile. Les ailes, ça va leur servir pour être transportées facilement par le vent. Et ces 2 graines-là, une fois ils se déposent sur un sol et ils trouvent les conditions favorables, automatiquement ils vont germer pour nous donner une nouvelle plante de conifères. Passons maintenant à voir s'il y a la présence de génération dans ce cycle-là. Alors, si nous prenons la plante elle-même, c'est-à-dire la plante de conifères qui porte des cônes, alors comme on l'avait dit tout à l'heure, au niveau de chaque cône, que ce soit les cônes mâles ou femelles, on avait assisté à la formation de spores. Donc, automatiquement, cette plante-là, elle peut être qualifiée de sporophyte à 2N. Passons à voir s'il y a aussi des gamétophytes. Automatiquement, on a aussi des gamétophytes parce que si vous regardez les grains de pollen, à un certain moment, bien sûr, ils vont être à l'origine des gamètes mâles. Et au niveau de l'endosperme qui correspond bien sûr aux gamétophytes femelles, il va donner naissance à l'oosphère.
Donc là aussi, dans le cycle des gymnospermes, on trouve deux générations. Une génération de sporophytes A2N qui est capable de nous donner des spores et une autre génération, bien sûr, la génération des gamétophytes. On a gamétophytes mâles qui sont les grains de pollen et on a le gamétophyte femelle qui est l'endosperme. Ils sont capables de nous donner des gamètes. Alors maintenant, on va essayer aussi de voir les phénomènes qui caractérisent ce cycle. Comme ce qu'on avait vu chez les angiospermes, on trouve aussi la méiose qui va permettre le passage de la phase diploïde à la phase haploïde et on aura la fécondation qui va permettre de restaurer la phase diploïde. Donc maintenant, on va passer à voir le cycle chromosomique, c'est-à-dire on va essayer de schématiser le cycle chromosomique chez les gymnospermes. Donc chromosomique. Donc la même chose que tout à l'heure pour les angiospermes. Pour mieux réussir votre cycle chromosomique, vous commencez toujours par le zygote. Donc le zygote a deux N. Par le biais de plusieurs mitoses, il va nous donner la plante qui est l'exemple ici qu'on a pris, la plante de conifère qui porte les cônes mâles et cônes femelles. Bien sûr, j'ai représenté toujours deux traits parallèles. On est toujours dans la phase diploïde. Et aussi, avant qu'il y ait la méiose, j'ai aussi deux traits. Mais après la méiose, on a obtenu des spores qui sont à N. Et chacune de ces spores-là, elle va bien sûr se transformer soit en gamétophyte mâle, ça dépend si c'est la spore elle est produite au niveau du cône mâle, elle va donner des gamétophytes mâles. Si elle est produite au niveau du cône femelle, elle va donner le gamétophyte femelle qui est l'endosperme. Mais on ne mentionne pas ni endosperme ni grain de pollen. Donc les gamétophytes mâles, bien sûr, seront à l'origine des gamètes mâles à N. Aussi, les gamétophytes femelles seront à l'origine des gamètes femelles à N. Après leur fusion, bien après la fécondation, on va obtenir à nouveau le zygote A2N et notre cycle va recommencer. Là aussi, ce cycle chromosomique, il est caractérisé par deux phases. La phase diploïde qui est depuis le zygote jusqu'à obtenir le sporophyte A2N et la phase haploïde à partir de la méiose jusqu'à la fécondation. Donc ces deux phases, ils sont représentées respectivement par le sporophyte, c'est-à-dire la génération de sporophyte A2N et une génération de gamétophyte qui est à N chromosomes. Donc si je veux chercher le type de ce cycle-là, automatiquement, puisque j'ai deux générations, la génération sporophyte et la génération gamétophyte, alors là, il va s'agir d'un cycle digénétique. J'ai deux générations, donc digénétique. Et puisque ces deux générations, ils représentent les deux phases diploïde et la phase haploïde, automatiquement, je vais avoir un cycle digénétique, haplo-diplophasique ou bien digénétique, diplo-haplophasique. Donc là, comme vous savez, le cycle de développement ainsi que le cycle chromosomique chez les gymnospermes, il est semblable à celui des angiospermes, c'est-à-dire il présente à peu près les mêmes caractéristiques, les mêmes phases, les mêmes générations, d'où on a un cycle digénétique haplo-diplophasique. Donc j'espère bien que vous avez pu comprendre le cycle de développement ainsi que le cycle chromosomique chez les spermaphytes. Et Inch'Allah, merci.